C'est un scandale, Netflix a admis avoir utilisé l'IA sur une de ses productions. Et en vrai, est-ce qu'on est étonné? Les autres risquent de s'y mettre juste après Netflix, surtout maintenant qu'ils l'ont dit. Et donc, une news qui date un peu, à peu près une semaine, mais j'ai pas trop eu le temps d'en parler avant, mais je me suis dit que c'était quand même assez important pour le soulever, surtout qu'en plus ça parle d'une production dont je n'ai pas eu l'occasion de parler sur la chaîne, à savoir The Eternaut, qui est sorti il y a quelques mois sur Netflix, qui est plutôt pas mal. Enfin voilà, donc ce sera aussi l'occasion d'en parler un petit peu, sans spoiler assez rapidement, sur cette série. Vous avez été même plusieurs à me le demander en commentaire, donc ce sera un petit peu l'occasion, surtout à travers cette news-là. Et donc, on est parti. Alors, j'ai pris un article d'Allociné, mais il y en a eu plusieurs. Il y a même un dernier rebondissement là qui est sorti il n'y a pas longtemps. On va aller voir ça aussi. Donc, Netflix a franchi la ligne rouge dans l'une de ses dernières séries de science-fiction, et vous ne l'avez sûrement pas remarqué. Moins cher, plus rapide à faire et de meilleure qualité. Meilleure qualité, je suis pas sûr, parce que les effets spéciaux dans cette série sont quand même pas dingue, pas tous en tout cas. Voilà les arguments apportés par Netflix pour l'utilisation pour la première fois de son histoire d'un outil bien particulier. Il y a quelques semaines, Netflix révélait vouloir utiliser de plus en plus l'IA générative sur sa plateforme, notamment pour proposer des titres sur mesure à ses abonnés ou des publicités ciblées. Ça, j'avoue que ça me fait un peu peur, le coup de proposer des titres sur mesure à ses abonnés. Est-ce que ça veut dire que c'est juste un algorithme comme sur YouTube, en gros, qui va te proposer des trucs qui ressemblent à ce que tu as déjà vu et ce que tu as déjà aimé, ou est-ce que c'est pour écrire des programmes qui sont lissés et qui ressemblent tous au même pour coller à un public ou plusieurs publics particuliers à voir. Mais il semblerait que la plateforme ait déjà pris quelques libertés sur le sujet. Lors d'une conférence tenue par ses actionnaires, face à ses actionnaires jeudi dernier, Ted Sarandos, le big boss de Netflix, a expliqué avoir utilisé l'un des outils dans l'Eternaut. Cette série argentine, sortie en avril dernier, nous plongeait dans un monde post-apocalyptique après une mystérieuse chute de neige qui a éliminé la majeure partie de la population. Et c'est vrai que sur ça, le concept était assez ouf de la série, même visuellement, c'était assez intense et tout. Après, très vite, ils ont compris qu'il y avait des problèmes de production de par ce pitch de neige et tout. Et je trouve que la deuxième partie de la saison est un peu moins sympa, mais voilà. Une opportunité incroyable. Sarandos n'a pas précisé de quel passage précis il s'agissait, révélant seulement que le plan en question met en scène la démolition d'un immeuble. Il n'en fallait pas plus, hein, je crois que je vois. Enquête sur le sujet. La scène en question se déroule à la toute fin de la série, plus précisément à l'épisode 6, 59-46. Ouais, donc c'est vraiment un plan... Ok, parce qu'il y a d'autres effets spéciaux qui arrivent avant, genre épisode 3, qui sont bien dégueulasses. Peut-être je vous les montrerai, d'ailleurs on ira voir aussi ce que c'est ce plan. Et il ne faut pas cligner des yeux si vous ne voulez pas la rater, puisque cette séquence ne dure que quelques secondes. Mais pour Netflix, réaliser cette scène en VFX aurait coûté extrêmement cher, surtout pour une série de science-fiction à petit budget. Les 6 épisodes de l'Eternaut ont coûté 15 millions de dollars. Oui, ce qui est rien du tout, je crois que c'est même pas le prix de un épisode de genre Game of Thrones ou quoi. Enfin, House of the Dragon, enfin bref. C'est vraiment une série pas chère pour le coup. Et elle est sympa, elle a un côté un peu nature-peinture, quoi, pas gros budget et tout, mais qui est très sympa, surtout dans le jeu d'acteur. J'ai trouvé la série très sympa avec des sujets très intéressants aussi qui sont soulevés et tout, donc ça c'est plutôt cool. Même si je le redis, j'ai adoré les 3 premiers épisodes et j'ai beaucoup moins aimé les 3 suivants, puisque le pitch change complètement à ce niveau-là. En utilisant des outils alimentés par l'IA, les équipes ont pu obtenir un résultat étonnant à une vitesse remarquable. En fait, cette séquence VFX a été réalisée 10 fois plus vite qu'elle n'aurait pu l'être avec des outils de travail VFX traditionnels. Oui, c'est sûr, l'IA, ça va très vite. Et puis il n'y a personne qui a besoin de bosser, juste un prompt et puis c'est fait quoi. Nous restons convaincus que l'IA représente une opportunité incroyable afin d'aider les équipes à faire des films et des séries de meilleure qualité et pas seulement moins chères. Sarandos a par ailleurs expliqué que Bruno Stagnaro, le créateur de l'Eternaut, était très satisfait du résultat. Le propos du patron de Netflix laisse en tout cas entendre que ce ne sera pas la dernière fois que la plateforme fera appel à l'IA générative, une annonce qui arrive 2 ans après la grève des scénaristes et des acteurs qui militaient notamment contre l'utilisation massive de cette qui menace directement leur travail. Netflix s'est déjà fait épingler par les internautes sur le sujet, mais le géant du streaming le promet, l'IA générative ne servira qu'à réaliser des effets visuels, à gagner du temps et donc de l'argent. Ok, donc pas pour écrire. Déjà c'est pas mal parce qu'on a vraiment souvent l'impression que Netflix, il y a des trucs qui ont été écrits avec ChatGPT, donc là voilà. Mais c'est vrai que, bon après pour une énorme boîte comme Netflix, c'est assez... étonnant, enfin pas étonnant mais frustrant, ou en tout cas on pourrait se dire qu'ils ont les moyens de faire des vrais effets spéciaux et d'embaucher des gens surtout qui soient peut-être pas plus compétents que l'IA mais au moins de faire travailler des gens. Après tous les pays n'ont pas les mêmes règles par rapport à ça, mais je trouve c'est vrai, même si c'est vrai que ça fait très peur quand on est un créatif, un auteur, un artiste ou quoi que ce soit.
Mais c'est vrai que par exemple, dans mon cas, quand je voulais faire des courts-métrages par exemple à une époque et tout, le moindre effet spéciaux c'était de suite ah ben non, je peux pas, ça va me prendre trop de temps, ou je sais pas faire sur After Effects ou quoi que ce soit, je vais pas pouvoir. Mon film en gros, il tourne autour de cet effet spécial particulier ou de plusieurs effets spéciaux et tout, du coup je peux pas le faire, ou alors ça va prendre des mois et tout. C'est vrai que maintenant avec l'IA, pas encore tout de suite parce que c'est quand même très cher et c'est pas forcément parfait, mais il y a moyen que ça devienne un outil intéressant à ce niveau-là. Et ouais, un outil du coup qui je pense pourra permettre à des jeunes gens ou à des gens qui n'ont pas forcément d'argent mais qui ont des idées de faire leur court-métrage, leur pitch. Même pour le jeu vidéo, on voit qu'il y a de plus en plus d'outils aussi qui permettent de faire ne serait-ce qu'une bande démo entre guillemets. Donc je me dis malgré tout ça pourra peut-être permettre de la créativité, surtout qu'aujourd'hui on est dans un monde où la créativité elle est concentrée entre les mains, un peu comme pour l'argent, dans les mains de quelques rares personnes et tout ça, qui ont le pouvoir décisionnaire, le pouvoir de financer. Donc il y a Netflix, Disney, machin et compagnie, mais par exemple nous en France on a le CNC qui a un peu la main mise sur ça, et des projets qui sont pas financés, bah, du coup n'ont pas les moyens d'être produits, alors que là peut-être qu'avec l'IA ça permettra de faire des choses. Après l'IA n'est pas non plus une solution à tout, surtout qu'en France on n'est pas forcément les champions de la SF, mais ce serait l'occasion justement de s'y mettre peut-être à la SF et tout ça, donc voilà quoi. Du coup, très rapidement, la série, donc c'est ça, sur Netflix, et je vais vous montrer. Donc en gros, il y a un moment dans la série où, bon, au début, on a la neige, comme il parlait, je vous laisse découvrir, c'est très sympa. Mais ensuite, on a un moment où les effets spéciaux deviennent vraiment dégueulasses. Si Netflix veut bien se réveiller un moment, quand tu veux. Voilà, donc enfin, du coup, comme je disais, on a un concept très sympa avec cette histoire de neige et tout ça, qui est donc une neige toxique en fait, qui a tué énormément de gens sur la planète. Et je trouve ça très sympa, mais après je pense qu'ils se sont rendus compte qu'en fait avoir des personnages avec des masques à gaz tout le temps et tout, que c'était compliqué en termes de mise en scène et tout ça, que c'était pas pratique, du coup voilà. Et surtout, après on a des effets spéciaux qui sont vraiment dégueulasses qui arrivent. Voilà, on a ces espèces de bestioles, donc ça lag, mais on a des bestioles qui sont quand même pas super. Là, bizarrement, je trouve ça un peu mieux fait que la première fois que j'ai regardé la série. Mais voilà, donc on a quelques effets spéciaux, donc, mais bon, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas ceux-là. Enfin, c'est pas ces plans-là qui ont été faits en IA, mais l'épisode final. Donc on est là, on est à 50, combien ils ont dit, 59, 46. Allez, on va voir ça. Tac, donc 59. Du coup, qu'est-ce que c'est Allez, on y est presque. C'est ça? Ah, c'est... Oh là là, d'accord. C'est juste ce truc-là. Pas ça. Ça, c'est ça du coup 59... C'est ça, ok, du coup c'est... oui, donc c'est pas si grave d'avoir utilisé l'IA pour faire ça, j'avoue. Et puis en plus il passe bien. Il y a d'autres trucs qui passent beaucoup moins bien dans cette série, notamment... Voilà, moi j'ai eu un peu plus de mal avec, mais bon, je vais pas vous spoiler la toute fin de la série, mais bon voilà, donc en gros ça va, c'est pas non plus extraordinaire, même s'il y a moyen que ça ait un impact plutôt sur l'avenir en fait des productions, et que maintenant le fait que eux ils ont admis l'avoir fait une fois et qu'ils ont dit qu'ils allaient le refaire pour économiser du temps et de l'argent, déjà est-ce que vraiment ils vont l'utiliser que pour les effets visuels, c'est pas sûr, et surtout ben, ça va ouvrir la porte à tous les autres qui vont pouvoir s'y mettre aussi, Disney+, Netflix, Prime... même HBO, même si voilà. Donc il est là. Après, Netflix qui recourt à l'IA, faut-il s'inquiéter pour le cinéma? Donc effectivement, c'est un sujet qu'on peut se poser la question. Netflix a admis avoir utilisé de l'IA générative dans une de ses productions, donc ça on l'a vu, lumière, les perspectives, les craintes. Netflix a ouvert la boîte de Pandore. Effectivement, c'est ce que je disais. La plateforme de streaming américaine a admis vendredi 18 juillet, donc effectivement la news commence à dater, avoir utilisé l'intelligence artificielle générative pour concevoir les effets spéciaux d'une scène de sa série argentine à succès, L'Éternote. Celle de la vision d'un personnage d'un immeuble qui s'effondre dans l'épisode 6, un immeuble qui prend feu surtout. Difficile, voire impossible pour un néophyte de détecter la présence de l'IA générative. C'est la première fois que Ted Sarandos, le patron de la firme, fait une telle confession à ce sujet. Oui, ça se trouve ça a été fait avant, et là il l'assume pour la première fois à ce moment-là quoi. Donc il rajoutait par rapport à l'article précédent: nous restons convaincus que l'IA représente une opportunité incroyable pour aider les créateurs à rendre les films et les séries meilleurs et pas seulement moins chers.
C'est ce que je disais, plus ou moins. Donc c'est 10 fois plus rapide et donc 10 fois plus économique. Une nouvelle ère s'ouvre et où l'outil pourrait devenir une pièce centrale des méthodes de production par les créateurs d'effets spéciaux, mais aussi pour les créateurs ou les comédiens de doublage. Alors comédiens de doublage non, et acteurs non plus. Il ne faut pas s'emparer de ce qui appartient, enfin de l'intégrité physique, entre guillemets, la voix et tout, de gens. Même pour ressusciter des acteurs, je trouve que c'est pas forcément ouf. Donc utiliser ça sur pour générer l'image d'un acteur qui a encore en vie et tout ça, je trouve ça vraiment pas dingue. Donc pour le coup, non. Les effets spéciaux, ça peut passer, pourquoi pas, parce que ça demande des compétences. Et encore, des entreprises comme Netflix, comme je disais, ont largement les moyens de payer quelqu'un pour faire, surtout là, faire un truc en flamme. Je suis sûr que voilà, il y en a pour pas si cher que ça pour un mini plan comme ça. Bref. Cette évolution soulève des interrogations. Quelles limites sera-t-elle capable de repousser? Quels freins subsistent? Et surtout, quelles menaces de plagiat ou de dévalorisation du travail humain fait-elle peser? Oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de plagiat, parce que comme elle s'inspire, l'intelligence artificielle, de trucs qui existent déjà, elle risque de copier le style ou les effets fabriqués par des personnes qui, elles, sont des êtres bien vivants, quoi. Le secteur des VFX observe cette mutation avec curiosité, mais aussi inquiétude. Tu m'étonnes. Béatrice Bowens est directrice VFX, acronyme pour effets visuels, ouais, super, et post-production du studio MPC, qui a travaillé sur de grosses productions françaises et américaines, enfin comme américaines, Emilia Pérez, Mission Impossible, Final Reckoning, Mufasa, Sous la scène, The Boys. Effectivement, ils ont bossé sur pas mal de trucs sympas, ta gueule. Elle est également coprésidente du syndicat France VFX, un syndicat professionnel dédié à l'industrie des effets visuels numériques qui regroupe des studios français ainsi que des acteurs développant des technologies et des services propres au VFX. Elle ne connaît que trop bien toutes les questions qui se posent sur le secteur, mais à rebrousse-poil du discours ambiant. L'IA générative est-elle, à ses yeux, plutôt une menace ou une opportunité? Dans quelle mesure l'intelligence artificielle est-elle déjà utilisée au cinéma? Béatrice Bowens. Quand on dit qu'on n'utilise pas l'IA, c'est toujours très compliqué parce qu'on s'en sert un peu sans forcément le savoir. Aujourd'hui, il y a des algorithmes qui utilisent l'IA, ok, bon ça, d'accord. Il n'y a pas d'usage en particulier, c'est ça le problème, c'est que c'est pas réglementé et qu'on ne sait pas en fait pourquoi ils l'utilisent, et s'ils l'utilisent pour écrire ou pour faire des voix, comme on disait. Bon après, on a vu l'expérience qu'ils ont tenté là sur je sais plus quel film où ça a été une catastrophe et au final ils sont passés pour des idiots, mais bon voilà, ça risque d'évoluer très vite quand on voit ce que ça fait déjà avec la musique et tout. Sur les logiciels utilisés par les professionnels des effets visuels, il y a de toute façon une partie des algorithmes derrière qui font appel à de l'IA. Ce n'est pas d'hier que c'est arrivé. Oui, du coup, elle explique que c'est vrai. Par exemple, même sur Photoshop aujourd'hui, il y a de l'IA pour nous aider à, je sais pas, détourer un truc. Même sur After, je sais pas, je me sers très peu d'After, donc je sais pas, mais j'imagine qu'il y a aussi de l'IA peut-être sur After, même sur plein d'autres logiciels. Donc effectivement, il y a de l'aide à l'IA, mais ça n'a rien à voir avec créer quelque chose de toute pièce par IA, quoi. Et donc là où elle dit, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit: je me place à la fois comme dirigeante de MPC, une société d'effets visuels, et comme coprésidente de France VFX. Sur le secteur VFX aujourd'hui, l'IA est vue comme une opportunité. Certes, c'est un nouvel outil à disposition des créatifs pour atteindre le but recherché, c'est-à-dire faire des trucages sur l'image. C'est plutôt vu comme une évolution technologique, certes peut-être plus importante que celle qu'on a pu voir ces dernières années, dans un secteur où il y a eu énormément d'évolution depuis 20, 30, 40 ans, effectivement. Même s'il y a quand même une régression, je trouve, surtout en termes de qualité ces dernières années, donc peut-être que l'IA va aussi réveiller certains branleurs qui foutent rien dans leur studio et qui prennent du fric pour faire des effets spéciaux dégueulasses, genre certains films Marvel et compagnie qui sont payés des millions pour faire des trucs immondes, plus moches que ce qu'ils faisaient il y a 15 ans. Les évolutions techniques nous permettent de générer des pixels photoréalistes qu'on peut marier avec une image filmée pour faire croire que ça marche, un trucage. Oui, bon, ça c'est le même principe que d'habitude, quoi. Ça demande aujourd'hui un certain nombre de techniques et d'étapes de travail qui n'ont cessé de s'améliorer depuis qu'on fait des images par ordinateur. On n'a pas les mêmes problématiques que sur des données comme la voix. C'est donc un secteur où c'est plutôt vu comme positif, avec plutôt une excitation qu'une crainte. Oui, à partir du moment où ça supprime pas des postes. Le problème, c'est que là, ça fait 10 ans, 15 ans, je sais pas, que les écoles de VFX et tout, elles prennent des élèves à 30 000 balles l'année, à tour de bras, pendant des années et des années. Et là, ils vont faire quoi? Ils vont se retrouver sans rien. Déjà, les graphistes, ils sont foutus, ils ont plus de taf quasiment avec les IA. Donc ça devient très compliqué. On a formé pendant 20 ans des gens à des métiers, l'audiovisuel et compagnie, comme je disais, les FX, le graphisme et tout ça, même la com et tout ça, les réseaux sociaux et tout. Et aujourd'hui, l'IA, elle fait tout mieux que nous, enfin mieux que les humains, donc c'est compliqué, quoi. À part le côté créatif, évidemment, l'idée, mais sinon l'IA, elle fait des trucs très propres, quoi. Et surtout très rapides. Et du coup, le secteur VFX est-il trop complexe pour que l'IA générative prenne la place des concepteurs d'effets visuels? Ben malheureusement, je suis pas sûr d'ici quelques années, quoi. C'est un métier trop complexe pour que ce soit aussi simple, mais ce n'est pas seulement la complexité du métier qui entre en jeu. On est dans une industrie de prototypes
sur le cinéma, l'essence même des effets visuels numériques, c'est de venir modifier l'image, tourner pour y ajouter, modifier, générer. Bon, ok, ça fait 10 fois que tu expliques ce que c'est ton métier. C'est un métier où on va chercher des solutions techniques à chaque fois, qui peuvent être très complexes comme très simples. Parfois, on va passer par un environnement complexe 3D où on a remodélisé chaque élément, on va rendre à travers une caméra numérique. On va générer des pixels, en recréer un espace physique, nanani, ok, bon, c'est bon. Et ensuite, on mélange les images, nanani. Et là, du coup, si vous l'aviez vu, vous seriez peut-être sorti du film en vous disant qu'il y avait un truc bizarre. Le pari à relever, c'est d'être photoréaliste pour que personne ne se dise « Ah oui, on voit bien que ce sont des trucages ». Effectivement, c'est même un truc qu'on dit maintenant sur les effets spéciaux des films un peu datés, qu'on dit qu'ils ont mal vieilli, c'est justement que ça se voit, que c'est de la FX, quoi. Aujourd'hui, on maîtrise ces techniques, pratiquement peu de choses, nanani. Bon, bref, c'est du blabla pour nous dire que en vérité, ils s'en servent. Ils vont continuer à s'en servir de plus en plus et ils sont pas catégoriques sur le fait que ça va coûter des emplois, tout ça. Donc effectivement, ils vont faire des économies, comme toujours. Les grosses entreprises font des économies sur le dos des gens qui bossent et tout ça. Mais moi, c'est surtout pour le côté créatif que ça m'inquiète. Donc certes, l'IA pour les VFX, c'est peut-être ce qu'il y a de moins pire à l'heure actuelle dans notre industrie. Mais je pense que ça va, si ça commence là, ça va évidemment se développer pour tout le reste. Ça va être très compliqué, donc j'avoue que je suis un peu inquiet. Et surtout que là, c'était vraiment anecdotique. Au final, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont communiqué sur cette IA, l'IA utilisée dans The Eternauts, parce que c'est vraiment anecdotique et que beaucoup de gens, je pense, seront de mon avis en disant « Ok, c'est un mini-plan de rien du tout et tout ». Mais encore une fois, pareil, c'est comme pour beaucoup d'autres choses. C'est que si vous acceptez de donner ça, vous allez donner ça, puis vous allez donner ça, puis vous allez donner ça, puis vous allez donner ça, etc. etc. Donc c'est sans fin, et au final on va finir que les films ils seront faits par prompt de A à Z, et ça va être malheureusement très triste. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de l'info. Dites-moi ce que vous pensez sur tout ce débat. Je sais que c'est un énorme débat, un peu sans fin, l'IA, surtout de chaque domaine artistique a un peu son point de vue et ses craintes et tout ça. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Évidemment, un petit like, un abonnement et la petite cloche si la vidéo vous a plu pour ne pas rater les prochaines. Surtout que j'ai eu un petit souci, encore une fois, par rapport à YouTube. Décidément, il ne me lâche jamais dès que je fais une vidéo un peu montée. Elle a été bloquée par droit d'auteur, celle qui devait sortir cet après-midi, ce soir à 18 h sur, spoiler, Predator phase 1, ce que j'appelle la phase 1 de l'univers Predator, pour préparer évidemment l'arrivée de Badlands qui arrive dans quelques mois, sur lequel je suis pas encore ultra rassuré quant au pitch du film et tout ça, mais il apporte quand même pas mal de choses, je pense, à l'univers. Donc tout ça sera développé dans ces vidéos-là. Mais évidemment, YouTube me l'a bloqué pour droit d'auteur. En plus, c'est débile. Il y a un des deux films qui n'est pas du tout striké et l'autre l'est totalement. La moindre image, même une seconde d'image, sans son, hein, parce que j'ai pas mis le son des films, rien du tout. J'ai juste mis des images pour illustrer un peu mon propos, l'analyse, tout ça. C'est striké, c'est carrément bloqué. Donc c'est même pas que je peux pas la monétiser, c'est qu'elle peut même pas être diffusée sur YouTube. C'est censé durer 48 heures, l'analyse, c'est toujours pas le cas, c'est toujours pas fait. Donc la vidéo pourra probablement pas sortir ce soir, donc peut-être demain s'il se réveille lundi à 18 h. Sinon ce sera dimanche prochain, elle aura une semaine de décalage, du coup ça va un peu décaler toutes les sorties jusqu'à Badlands, pour les vidéos Predator évidemment. Mais voilà, donc j'espère que vous serez quand même au rendez-vous. Désolé, j'y peux rien, c'est YouTube qui casse les pieds avec ça. Donc sur ce, encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et sur ce je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.